Bon, en plus, j'ai 2 vraies expertes du monde du travail. Françoise Gris, bonjour Françoise. Bonjour Stéphane. Personnalité du monde des affaires. Tu sais, Françoise, c'est sur ta page Wikipédia, c'est comme ça. Personnalité française. C'est pas moi qui dû Mais je sais l'écrire. bien que c'est pas toi. Personnalité française du monde des affaires. J'ai trouvé ça très élégant. Oui, parce que c'est ce qui arrive quand on a un certain âge et qu'on a fait beaucoup de choses. Bon, voilà. Donc, administratrice, Administratrice, oui. et Maison du Monde, présidente du conseil de Oui. surveillance de Maison du Monde. Conseil d'administration. Conseil d'administration de Maison du Monde. Bénédicte Thillois, bonjour Bénédicte, Bonjour Stéphane, ancienne bonjour. DRH de la SNCF, aujourd'hui donc qui fait de la start-up Large Language Model. Enfin, t'en faisais comme Monsieur Jourdain faisait de la Allez, prose. ne sois pas désagréable. Ah bah non, mais je ne suis pas désagréable. Tu vas nous raconter. Ouais, je vais Mais au vous contraire. raconter. Donc ça s'appelle As for the Moon. Voilà. Tu sais, mais tu le sais mieux que moi. C'est toujours ce qui est très très intéressant avec l'innovation. C'est qu'en fait, elle est partout, elle percole partout, elle gisque, comme on dit des sources dans le sud. Et puis à un moment, il y a un truc qui fait émerger tout ça, voilà, le geyser. Et mais on se dit en fait, moi j'en faisais. Julie de la Sablière, salut Julie, la patronne fondatrice de Little Wing. Oui, non, j'y pensais en pensant le cœur à l'ouvrage, donc le sens, du sens à l'ouvrage, et donc les DRH de grands groupes qui signent 10 engagements pour cultiver le sens au travail. Il se trouve que, je vous raconte ça vite fait, mais vous allez voir, c'est intéressant. J'ai été voir mon banquier, comme on va voir, et puis on a tous le turnover quand même très très impressionnant des agences bancaires. Et donc là, je me retrouve avec 2 jeunes gens qui, l'un était moins jeune que l'autre, donc l'un se souvenait BFM Business, oui, je vous écoutais et tout. Et donc les gars ont envie de discuter, ils discutent et tout. Et puis je leur dis, mais vous savez, le sujet en ce moment, de toute façon, c'est vous, hein. C'est le seul vrai capital de l'entreprise, c'est vous, jeunes gens, c'est vous qui allez construire notre avenir, c'est vous qui devez avoir, je ne dis pas du cœur à l'ouvrage, mais vraiment trouver un sens à ce que vous faites et tout. Les gars se regardent et disent, ce serait bien que notre manager nous parle comme ça. Et je lui dis, je vais le revoir jeudi, le gars. Et je lui dis, écoute, tu vas aller voir ton manager, je ne sais plus comment il s'appelle, tu vas lui poser la question. Quel est le truc le plus important? Quel est l'actif le plus important de la banque? S'il ne répond pas, c'est toi, alors tu peux partir. Il t'a rappelé ou pas? J'ai raison ou j'ai raison? Je sais pas, je vais le revoir là. Tu as raison, bien sûr. En fait, j'avais oublié un peu l'histoire et c'est vrai. Absolument. Mais c'est tellement, une fois derrière les mots, c'est tellement compliqué de le faire vivre, de le faire ressentir, de le faire dire. C'est ça l'art du management, parce que je ne crois pas que ce soit une science. D'accord, mais au moins, des trentenaires qui nous écoutent là, allez voir leur manager, leur poser cette question-là. Quel est l'actif le plus important de la boîte aujourd'hui? Il faut qu'ils répondent, c'est toi. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on voit à quel point ça a bougé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 20 ans, évidemment, l'actif, c'était la trésor, c'était l'argent. Après, ça a beaucoup bougé sur l'actif client. On a dit ce qui est important, ce qui structure la boîte, son actif, c'est les clients. Et ça a muté, et maintenant, c'est les salariés. Et je trouve que c'est intéressant comme histoire, de voir comment progressivement, mais ça a été la même chose d'ailleurs pour tous les outils. On a mis des outils au service des capitaux, on a mis des outils au service des clients, et maintenant, on met des outils au service de la marque employeur et des salariés. Et tout ce qu'on a pu inventer pour valoriser les finances, les clients aujourd'hui, c'est mis à la disposition des salariés. Ce qui est la preuve, en fait, que le monde du travail a changé. Alors après, est-ce que les clients le perçoivent? Est-ce que les salariés le perçoivent? Je ne sais pas. Mais ERP, CRM, ouais. Et maintenant SIRH, mais en même temps, on se rend bien compte qu'il n'y a pas le Salesforce du SIRH, quoi. Oui, enfin, moi, je pense que c'est quand même balancier, hein, parce que la réalité, c'est qu'on a besoin d'un équilibre. Pour que l'entreprise se développe, on a besoin quand même d'un équilibre sur ces trois. Avoir que des employés, pas de clients, c'est quand même très ennuyeux. Oui, mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas non plus très longtemps. L'un est un moyen d'avoir l'autre. Mais il y a quand même des modes. Voilà. Ouais, il y a des modes dans l'organisation, et peut-être le fait d'avoir plutôt ma carrière derrière moi que devant, j'ai quand même cette impression en fait que ça a beaucoup bougé, enfin que ça a muté, et les années 80, c'est... Non, mais j'achète ton truc. C'est-à-dire, c'est vrai que, et par le logiciel, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a eu la grande période des ERP, Alors, ça reste là, évidemment. Hein. Ensuite, c'est vrai que ça a été beaucoup Salesforce, l'émergence de Salesforce, le CRM, et en parallèle, mais... Ouais.
Julie ? Non, en particulier dans les banques, je trouve que c'est très juste parce qu'effectivement, il y a eu cette phase de financiarisation où en fait les banques faisaient de l'argent avec l'argent et donc Exactement. ont oublié qu'elles avaient des clients. Elles se sont rappelées post-2008, mais c'est vrai que ce mouvement de balancier est assez évident, hein, effectivement. Mais il va au gré des difficultés aussi. Bien Parce sûr. qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule organisation, une seule entreprise qui ne dit pas avoir des difficultés De recrutement. de recrutement, dans son corps social, dans les liens à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, du coup, la priorité de comment faire que tous ces talents accumulés arrivent à faire un vrai asset pour l'entreprise, c'est devenu le nouveau focus. Est-ce que tu dirais, François, donc 10 DRH de grands groupes, vous avez sans doute vu ça, c'était à la fin de la semaine dernière, partout dans les journaux, 10 DRH de grands groupes qui signent 10 engagements pour cultiver le sens au travail. Très franchement, beaucoup de ces engagements relèvent du pur bon sens. Et pourtant, je regardais tout ça et je me disais, en fait, ouais, voilà, peut-être même comparable au carbone en termes de modification de process. Oui, parce que je pense qu'alors, j'ai pas vu le détail complet des 10 engagements, Il n'y a rien qui soit révolutionnaire. mais j'imagine assez. Voilà. J'imagine. Et ce qui me frappe, moi, c'est la difficulté qu'ont les entreprises aujourd'hui sur le sujet des liens. Alors, on parle du lien entre le collaborateur et le manager, mais le sujet du lien avec les autres, avec ceux avec qui on travaille au quotidien, c'est-à-dire avec le collaborateur d'à côté. Tout ça qui relève de bon sens, d'évidence, est plus un sujet de bon sens et d'évidence. Et on a perdu cette envie de fabriquer du lien. Et je le relis il y a une enquête qui a été faite par Jérôme Fourquet il n'y a pas très longtemps sur justement l'intérêt au travail, etc. Et qui est très frappante parce que les gens qui ont le moins envie de leur travail sont les gens qui sont en plus en relation avec les autres, c'est-à-dire avec les clients. Et ça, c'est terrible, parce qu'on pourrait imaginer que le lien, la connexion, ça donne du sens au métier du conseiller bancaire, par exemple. Ouais. Non, parce que cette relation est devenue difficile. Et je pense qu'à l'intérieur de l'entreprise, aidé par le télétravail, les distances, etc., on a le même sujet, c'est-à-dire le lien à l'autre est devenu un sujet très compliqué. Et c'est pourtant ce qui donne du sens dans la relation hiérarchique, dans la relation de collaboration, etc. Et ça, c'est grave. Mais je pense que tout est devenu transactionnel dans l'organisation. Donc le relationnel passe après. Et le transactionnel génère des micro-frottements qui sont difficiles à résoudre. Et quand il faut résoudre ces micro-frottements, à ce moment-là, le lien devient un lien de négociation, où il n'est pas naturel, en fait. Il devient un prétexte potentiel à agression verbale. Enfin, je trouve que ça monte progressivement en puissance, tu vois. Et le fait qu'on ne se soit pas vu pendant toute cette période de confinement qui a quand même accéléré le transactionnel, ça ne contribue pas à ces liens. Puis il y a eu toutes les modes de management qui ont été empilées les unes derrière les autres et qui fait qu'on a perdu le bon sens. Parfois, ça me fait penser au peintre Miro qui, à la fin de sa vie, disait « Moi, j'aimerais bien redessiner comme quand j'étais enfant. Moi, j'aimerais bien remanager comme quand j'ai commencé, c'est-à-dire avec juste des choses... » Qu'est-ce qui t'en empêche ? Je fais d'ailleurs. Ah ben voilà, oui, rien ne t'en empêche. Je fais, bien sûr que oui. Mais oublier le fatras de trucs et revenir à des choses de bon sens, en fait. Parce que quand on parle de sens... on a aussi la volonté qu'ont les salariés de bien faire leur travail. Et bien faire son travail, ça a été parfois empêché par plein de trucs, en fait. On parlait des ERP, quand tu es traversé comme... quand tu es dans une chaîne, c'est pas la chaîne à l'usine, mais c'est le même genre de chaîne, en fait. Avant toi et après toi, il y a des gens qui font des trucs et dont tu ne perçois pas la valeur ajoutée par rapport à la tienne. Tu ne sais pas à quoi tu sers dans une organisation, tu ne sais pas le raconter. Mais tu sais, ça c'est là où... c'est vieux comme la crise chez Orange, par exemple. C'est quelle année ? 2008, 2009, quelque chose comme ça. Oui. C'est exactement ça qu'il racontait, finalement. Hein, le travail inutile et... Oui, mais toi, pour régler le problème... Oui, mais au fond, mais à quoi je sers dans cette histoire ? Et malheureusement, on a compris qu'il fallait s'occuper de la santé mentale, mais en même temps, on met des applis pour gérer ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, la réponse qui est apportée par les organisations, elle est toujours processée, alors que ce qui est attendu, c'est quelque chose de simple et de relationnel. Et ça, je trouve ça très douloureux, en fait. Vraiment. Julie ?
moi, je sature un peu, j'avoue, de tous les conseils de management, du leadership du care. En fait, tous les jours, nous, les journaux, on regarde, il y a des conseils tout le temps, il faudrait tout changer, etc. Et c'est vrai que, du coup, j'ai regardé, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais l'étude de l'Institut Montaigne qui est sortie en février, qu'a fait Bertrand Martineau. Mais il sera là demain. Et voilà, et qui essaye de Bertrand, faire on va y revenir. avant-après Covid. En disant, Absolument. en fait, il n'y a pas eu tant de rupture que ça dans les facteurs de la satisfaction au travail. Absolument. Rémunération, perspective d'évolution et reconnaissance. Ouais. Respect, reconnaissance du travail, de mon travail. C'est Donc, dit dans la relation par Dominique Méda aussi d'ailleurs. avec le manager. Et ça, c'est assez clair. La seule rupture forte, c'est le télétravail. Effectivement, on est passé de 7% des salariés à 40% qui le font de manière occasionnelle. C'est une aspiration très forte. Du coup, il y a quand même 60% de gens qui n'ont pas accès au télétravail dans ce pays. Et donc, ça crée aussi un peu une inéquité entre les jobs. Et je pense que ce mouvement du télétravail, effectivement, c'est une aspiration qui, en même temps, n'a pas fait que du bien sur les relations, sur la situation psychologique, émotionnelle, que ce soit des jeunes en formation qui se retrouvent à distance sans avoir les... Je ne crois pas qu'on est en train de... Mais je pense que ça va se roder. Oui, c'est Voilà. même pas mal rodé quand même, là, j'ai l'impression. Ça va se roder et sans doute se normaliser, mais ça crée quand même entre des jobs télétravaillables et les deux qui... Voilà, la distorsion, elle est là. Voilà. Et moi, je pense que les trois éléments que, en tout cas, moi, je perçois assez fort, c'est le premier, c'est temps choisi, temps subi. C'est-à-dire que quand on arrive à redonner des marges de manœuvre aux salariés et à le sentiment qu'il peut maîtriser, d'avoir cette flexibilité ou cette autonomie qui fait qu'il a le sentiment de maîtriser son temps, ça je pense que c'est un facteur très important. La relation au manager qui reste hyper importante et c'est vrai qu'on voit bien la crise du middle management qui est entre toutes les injonctions paradoxales et le fait qu'en fait ils font plus envie à personne, aux middle managers, c'est un peu un des problèmes. Geoffroy Roux de Bézieux commence à en parler maintenant. Que ne l'a-t-il fait plus tôt? Oui, mais... Parce que c'est... Alors là, pour le coup, c'est un problème identifié depuis longtemps. Très, très longtemps. Mais qui se cristallise avec les crises de recrutement, le télétravail. Et pour moi, le troisième, c'est le sujet de la santé mentale, parce qu'effectivement, Covid l'a fait exploser, mais pareil, il était là depuis longtemps, sous-évalué, maltraité dans notre pays. Et que là, il s'invite au bureau dans toutes les sphères, et 44% d'arrêt maladie. Il y a une part énorme chez les jeunes et les cadres, et très souvent sur des motifs psychologiques. Et on l'a bien vu aussi avec la réforme des retraites, c'est-à-dire le sentiment qu'à un moment, il faut que je fasse attention dans ma relation au travail, à ne pas me laisser happer, ou en tout cas que ça pourrait faire sortir des fragilités qui sont maintenant beaucoup plus prises en compte parce qu'on en parle aussi beaucoup plus dans la société. Et donc, ce côté, un salarié qui est un peu fatigué ou on voit d'épuisement, il relie tout de suite ça à un symptôme qui pourrait être plus grave et sans doute pour le mieux pour beaucoup de gens. Hein. Mais je pense que ça, c'est aussi un facteur très nouveau. Tu vois, ça fait depuis 15 ans que je discute très régulièrement avec quelqu'un que vous devez connaître, Eric Albert, le fondateur de YouSide, vraiment sur le management. Et Eric est psychiatre. Et quand j'ai commencé à faire des interviews avec lui, il était hors de question que je dise qu'il était psychiatre. Et un jour, il me fait la réflexion, pourquoi tu dis pas que je suis psychiatre? Je suis interdit, et lui-même fait la réponse, il me dit, parce que tu crois qu'on n'est pas chez les fous. et donc je dis, oui, c'est un peu ça. Et là, maintenant, je n'ai plus aucun problème quand je l'interviewe à dire qu'il est psychiatre. Donc effectivement, on a eu une évolution, peut-être hommage aussi à Jean-Charles Samuelian, le fondateur d'Alan, la mutuelle qui a mis la santé mentale au cœur de toute sa politique de remboursement, parce que c'était des éléments, par exemple, qui n'étaient pas pris en charge par les mutuelles et par les mutuelles d'entreprise. Donc oui, ça c'est intéressant. Alors, juste point de vue, pour parler aussi syndicats, etc., point de vue assez récent de l'économiste Thomas Breda, je crois que c'est l'école d'économie de Paris, si je ne m'abuse. La démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Il a fait le point autour de la réforme de 2008, qui a donc mis fin au monopole de représentation des 5 syndicats, en ouvrant les élections à tous, avec comme critère de représenter au moins 10% des suffrages pour pouvoir négocier. Les résultats sont une amélioration de la perception des employeurs à l'égard des syndicats, confiance accrue aussi du côté des salariés, avec une augmentation de la syndicalisation pour les entreprises qui sont passées au nouveau système, malgré, c'est là que c'est super intéressant, une intensification des conflits sociaux de faible intensité, donc débrayage de quelques heures, enfin voilà, des choses comme ça, dans les entreprises qui sont passées au nouveau système. Donc, pas d'affaiblissement des revendications ou de création de syndicats maison, et néanmoins, des salariés qui se retrouvent mieux représentés et des patrons qui trouvent que les syndicats font mieux leur boulot. Toi qui as, autour de cette table, géré plus de syndicats que personne. En fait, on est sorti de la rhétorique et on est entré dans le monde réel.
Pour moi, c'est ça l'expérience. Puisque les 5 syndicats qui étaient irréfragables, ils avaient une pratique du dialogue social qui était devenue, je ne sais pas comment la qualifier, politique et plus directement proche des attentes des salariés. Les cahiers revendicatifs étaient hors sol. Et puis, on présidait des réunions qui étaient, en fait, moi j'ai déjà dit, en fait, les chaises auraient pu discuter ensemble, on n'avait plus besoin d'être là, en fait. Tu ne l'avais jamais dit. La logique, enfin, il y avait une rhétorique qui était établie, c'était un dialogue de théâtre. Bon. Et connu de tout le monde, d'ailleurs. On faisait la réunion, puis après, on allait boire un café, et d'ailleurs, on réglait les problèmes pendant le café ou pendant la clope. Malheureusement, il n'y en avait plus après. Bon, toujours est-il qu'à partir du moment où on commence à donner la possibilité à des gens qui sont capables de représenter pour de vrai les salariés, ils s'occupent des gens, tant mieux. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et le fait qu'il y ait des conflits de faible intensité, je le vois aussi comme une bonne nouvelle, parce que ça permet... Enfin, il y a toujours de la violence... quelque part, il n'y a aucune raison qu'il y ait un alignement parfait entre ce que veulent les salariés et ce que veulent les employeurs. Donc s'il n'y a pas un moment, un lieu, des opportunités pour les régler, on les retrouve ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, regarde, la crise des Gilets jaunes, elle aurait très bien pu arriver dans l'entreprise aussi. Si elle n'arrive pas, c'est sans doute à cause de ça. Il y a besoin, on n'est pas... C'est pas parce Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, bien sûr, sinon les conflits s'accumulent. Ouais. Enfin, et tout d'un coup, ils ressortent avec l'accumulation de ce qui a été mis sous le tapis pendant un certain temps. Donc, je crois qu'on parle de collection de timbres dans ces cas-là. Ouais. J'ai une image en analyse transactionnelle, voilà. Collection de timbres, coup, absolument. Le carnet est complet, et là, du coup, on se retrouve face à une réaction qui est complètement démesurée par rapport aux faits, mais parce qu'en fait, tous ces petits conflits qui ne sont pas sortis à un moment donné, ressortent en même temps. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que les chefs d'entreprise admettent que, comme tu le disais, les intérêts des uns et des autres ne sont pas alignés. Non, chacun veut essayer de tirer de l'autre le maximum. Enfin, c'est tout à fait normal et ça peut se faire dans une entente... C'est pour ça que l'alignement stratégique dont on parle tant, il est possible, mais il est parfois inaccessible. Il faut accepter qu'il le soit. Ouais. Et donc, il y a des salariés qui peuvent être en désaccord stratégique et continuer à bien faire leur travail. Ce qui n'est pas toujours bien compris. Hein. Du coup, comment on relie ça, fait que on entend là un dialogue social du coup plus vivace et plus intéressant et moins dans le jeu de rôle, etc. Dans les entreprises qui ont organisé ces élections, parce que toutes ne l'ont pas fait, justement. Je n'ai pas noté la proportion de celles qui l'avaient fait. Et le fait d'avoir autant de mouvements aujourd'hui qui sont plus contrôlés par les syndicats et qui peuvent faire des mouvements spontanés et donc moins maîtrisables. Il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est pas tant. C'est les contrôleurs de la SNCF qui te... Oui, mais là, Bénédicte nous avait fait le film sur les contrôleurs de la SNCF. Les contrôleurs de la SNCF. Ils sont très particuliers. Je les ai dirigés pendant 6 ans. Donc, c'est des gens qui, en fait, se sentent nomades au milieu d'un monde de sédentaires. Donc, déjà, ils ont une identité qui est particulière. Et cette identité, il y a une espèce de pression permanente pour la nier et les faire être comme les autres. Donc, chaque fois que on cherche à les rendre comme les autres, ça fait des bulles. Bon. Et puis, le Covid avait amené un truc qui était la différence, on en parlait tout à l'heure, entre les gens qui étaient obligés en première ligne de faire le travail et ceux qui étaient en télétravail. Et je pense que le fait de travailler dans les trains tout seul, d'être au milieu des voyageurs pendant le Covid et de tenir la boutique dans une organisation qui était plutôt centrée sur chacun chez soi, ça a augmenté, en fait, la pression qu'ils pouvaient ressentir, plus le fait que cette identité était potentiellement niée, les deux mis bout à bout, une bricole là-dessus, je ne sais plus ce que c'était, et ça finit par faire un embrasement. Et ils n'ont pas sollicité les organisations syndicales, parce que ils les ont sollicitées uniquement pour avoir le droit de poser un préavis, mais sinon, les organisations syndicales, à l'époque, n'étaient pas plus intéressées que ça par les contrôleurs, parce que c'est une population, en fait, qui ne comprennent pas très bien. C'est une population... Et tu m'avais dit, Bénédicte, ce qui va aller tout à fait dans le sens de ce qu'on disait au début, ils sont au contact du client sans avoir les réponses. Ils ont 20%. Ça, c'est terrible. Ils ont à peu près 80%. À l'époque, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais à l'époque, c'était 80% des questions, 20% des réponses. Voilà. Et donc, le lien avec le reste de l'entreprise pour apporter les réponses, alors on a beaucoup cherché à les connecter, à mettre à leur disposition 1000 choses, mais il n'en demeure pas moins que quelqu'un qui est
entre guillemets, prisonnier dans un train pendant un moment de panne ou de difficulté, il a immédiatement de l'agressivité manifestée envers le contrôleur. Et le contrôleur, il est là pour réguler la vie à bord. Et quand il n'a pas les éléments, en fait, il encaisse. Et c'est les timbres. Et là, pour le coup, la collection de timbres chez les contrôleurs, elle se fabrique à grande vitesse, sans mauvais jeu de mots. Et clairement, l'agressivité que l'on constate chaque fois qu'on voyage, l'agressivité immédiate des passagers, on a quand même un vrai sujet sociétal sur notre façon d'interagir avec des gens dont on comprend bien qu'ils sont dans le train avec soi-même, donc ils ne sont pas responsables de la panne, machin chose, etc. Et néanmoins, ils encaissent ça aussi. Parce que sinon, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu tellement de conflits qui échappent aux syndicats. Enfin, en plus, l'intersyndical, c'est reformé, alors que Bertrand nous le dira demain aussi, en termes, ils appellent ça l'interpro. Tu pensais qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire. Et voilà, ils se sont reformés. On verra combien de temps ça va durer. Tiens, puisqu'on en parle. Oui. Donc, on va voir Marie-Lise Léon. Je vais être franche avec vous, mesdames. Je ne sais pas si Sybille peut nous montrer la photo. Il y a quelque chose avec cette photo, non, quand même, un peu glamour, quoi. Donc la nouvelle dirigeante. Il y a deux choses qui m'ont intéressé, quand je le regarde sur le prisme féminin, évidemment. C'est d'abord quand même un côté un peu glamour. Et puis, mais ça, à la limite, une fidèle à la tête de la CFDT, enfin, l'idée qu'elle soit dans la continuité de Laurent Berger. Mais ça, je pense, homme comme femme... c'est un peu un truc qu'on voit assez régulièrement. Donc, Marie-Lise Léon, Sophie Binet, donc, à la CGT. Ça change quelque chose? Ça change rien? Pour moi, ça change. Dominique Carlac, peut-être Pour moi, ça change tout. Alors, vas-y. Pourquoi ça change tout? Parce que quand on introduit de la rupture, quelle qu'elle soit, en fait, on casse les codes. Et je pense que c'est des organisations qui n'ont pas été refondées dans leur fonctionnement depuis très très longtemps. Et puisqu'on parlait des contrôleurs, moi, je me rappelle très bien que j'avais été mise là parce que j'étais une femme et que l'idée c'était de casser les codes extrêmement masculins qui étaient en fait le système en fait se reproduisait tout seul parce qu'il y avait des habitudes. Et à partir du moment où on met des gens qui sont décalés, le système ne peut plus se reproduire tout seul, il est obligé de se réinventer. Et le fait qu'elle soit femme suffit à les décaler? Je pense que oui, parce que c'est pas habituel du tout. En plus, là, les organisations syndicales historiques, elles sont quand même issues du monde industriel. Oui. Sophie Binet, elle est conseillère d'orientation dans l'éducation nationale. Elle a donc un logiciel personnel différent. Elle est féministe, elle est écolo. Et donc, c'est pas naturellement c'est pas le profil type du secrétaire général de la CGT. Non, c'est pas le profil type. Et quant à la CFDT, qui est sans doute qui a un logiciel plus grande ouverture, qui a été dirigé historiquement par Nicole Notat. Qui a eu Nicole Notat, la question est moindre. Mais Sophie Binet plus Marie-Lise Léon, ça fait un paysage syndical qui est complètement renouvelé. Et je trouve qu'en ça, c'est vraiment intéressant. Alors après, je ne sais pas si au MEDEF, ça va aussi... et là encore, le MEDEF a aussi été dirigé par une femme, Laurence Parisot, qui a été une illustre patronne du MEDEF. Donc ça ne serait pas la première fois. Mais là où ce serait la première fois, c'est dans la table ronde, en fait. Là, j'imaginais des réunions à Matignon avec Elisabeth Borne. Ça serait amusant, hein. Quand je dis amusant, je ne devrais pas dire amusant parce que je me tire une balle dans le pied en disant ça. En tout cas, ce serait une réinvention. François, t'es d'accord? Oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est vrai. Et quand les gens changent, quand la configuration change, ça peut amener des dynamiques différentes de groupe. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai d'ailleurs dans les équipes de management. On sait, des équipes où il y a plus de femmes, ça change la dynamique du groupe. Après, moi, je dois dire que je suis moins... je me méfie un peu des discours genrés sur ce sujet-là. Je pense que ce qu'elles apportent, c'est quand même un regard et une histoire personnelle différente sur les métiers. Et elles sont issues... Alors,
Alors, l'une d'un monde très, très particulier de l'éducation nationale, donc bon, à voir. L'autre, elle Elle est diplômée de philosophie surtout, c'est-à-dire, on l'a dit, conseillère d'orientation, moi j'avais regardé ça, en fait elle l'a pas été très longtemps, elle est permanente de la CGT depuis un bon moment, elle est diplômée de philosophie, enfin voilà, bon, donc... Mais ces métiers-là sont quand même très particuliers. Oui, c'est un National, on le sait. très loin de l'industrie, de toute façon. Après, c'est une vision plus service aussi qui s'impose, qui correspond à la réalité du marché du travail. Et je pense que ça peut être très intéressant, parce que c'est quand même plus en phase avec la réalité du marché du travail aujourd'hui en France. Et tu votes, toi, Françoise, pour le MEDEF ou... Non, t'as aucune raison. Comme tout ça, des fois je me penche dessus, mais j'ai un peu de mal. Non, mais c'est ça, je pense qu'au-delà de... Julie. Non, mais au-delà du discours et du porte-parole, moi, je me dis quand même, les deux sont dans leur genre très fortes, de ce que j'entends. On n'a pas encore vu Marie-Lise, mais Sophie Binet, je dois avouer que je suis bluffé. On peut dire que elle va imprimer et elle va imprimer fort, c'est sûr. Donc on a des fortes personnalités et je traquais, je regardais effectivement en préparant les premières interviews où on sent que les journalistes font très attention de ne pas poser de questions, etc. Tu sais pas comment prendre le sujet. J'ai jusqu'à Quotidien qui a été le seul en fait à dire à Marie-Lise Léon, vous êtes bonne en bras de fer. L'air de dire, non, tu peux pas être bonne, t'es une femme. Ouais. Et elle a dit, mais le sujet, c'est pas le bras de fer, c'est le dialogue, quoi. Donc, moi, c'est pas mon sujet et on est dans la continuité, etc. Donc, elle s'en est pas mal tirée, mais c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant et c'est là où je suis d'accord. C'est-à-dire que si ça ne décale pas la posture des syndicats, et ça la décalera forcément parce qu'effectivement, elles viennent pas du même monde, ça décale quand même la posture des observateurs de manière assez forte et ça, c'est plutôt positif. Et tu penses que le MEDEF enverrait un signe fort en élisant, ça paraît mal barré, a priori, mais enverrait un signe fort en élisant aussi Dominique Carlac ou... C'est que je trouve que cette élection MEDEF, vraiment tout le monde se... pour moi, elle passe assez inaperçue, en fait. Je trouve que le MEDEF a du boulot pour revenir dans le débat, porter quelque chose. Donc le sujet sera moins femme-homme que... quand même, quand il y aura un élu, je pense qu'on va le voir à peu près autant qu'on a vu Marie-Lise Léon et Sophie Binet, non ? Je ne sais pas. Le discours et les messages, aujourd'hui, du côté des syndicats, il est très lourd, très fort, pour toutes les raisons qu'on a évoquées au début de cette discussion. Donc, à côté de ça, ou en face de ça, c'est vrai que le MEDEF a des sujets qui devraient être tout aussi forts, mais qu'ils ont du mal à articuler. Donc, pour le moment, il y a un problème, un petit sujet de message. Oui. Parce que moi, je trouve que le sujet de Patrick Martin, qui est de dire... il faut retrouver un consensus sur la croissance. Je sais, par exemple, Julie, un sujet comme ça, c'est un sujet... Enfin, c'est un vrai sujet de patron, tu vois. C'est un sujet sur lequel tu seras sans doute en désaccord et tout. Et c'est un vrai sujet de patron. Là-dessus, je pense que c'est... Mais le sujet, c'est pas de savoir quels sont les... Enfin, il y a matière. La question, c'est comment le MEDEF les exprime et est représentatif de la problématique qu'il porte. Aujourd'hui, toutes les entreprises, il y a plein d'endroits où on discute du sujet de la croissance. Le MEDEF n'est pas un point... moi, de ce que je vois, je trouve que le MEDEF est assez peu un point de référence dans le débat public de manière générale. C'est-à-dire qu'on ne sait plus d'où il parle et ce qu'il représente vraiment. Il y a eu un gros brouillage, je trouve, avec tout le débat sur les retraites. C'est-à-dire qu'en fait, les syndicats ont fait face au gouvernement et c'est comme si le MEDEF était à côté. C'était relativement peu exprimé. Donc en fait, il n'a pas porté de voix très singulière sur la question. Il n'avait peut-être pas à le faire. Mais il n'avait peut-être pas à le faire. Parce qu'au fond, c'était pas son intérêt. Et au fond, même s'il ne le dira jamais, il jugeait la réforme inutile. C'était tout ça pour ça, en fait, je pense qu'ils étaient... L'assurance chômage, c'était leur vraie priorité. Mais en fait... En revanche, un débat sur la croissance, c'est absolument bienvenu. Parce qu'on voit bien que c'est le nouveau clivage, la question de la croissance. Puisqu'on parlait des organisations syndicales. Aujourd'hui, elles ne se sont pas du tout emparées des questions d'écologie. Pas du tout. D'ailleurs, elles ont laissé la voie libre à des jeunes... plutôt des jeunes ingénieurs ou des jeunes diplômés dans les organisations qui ont des postures assez radicales, qui sont dans leur couloir de nage à côté de celles des organisations syndicales. Ces gens-là ne se côtoient pas, ne s'ajustent pas, le patron à côté de ça, il a finalement une stéréo qui lui est en face de lui, et la question de la croissance n'est pas traitée en tant que telle. Exactement. Et en tant que citoyenne, moi je trouverais évidemment très intéressant
que le MEDEF porte le débat de la croissance, parce qu'il faut qu'on l'ait. Aujourd'hui, on est quand même dans une espèce de no man's land dont on ne sait pas très bien comment on va sortir. Enfin, il y a beaucoup de porte-parole de la décroissance qui, aujourd'hui, font quand même un peu... tiennent des discours qui sont... On en parlera jeudi. Tendus. Jeudi, le patron de Nexans sera avec nous. Il écrit un bouquin intéressant. Par certains côtés, je lui dirais d'ailleurs exaspérant, mais intéressant. En gros, il dit, moi j'ai mis en place un modèle où on est plus profitable, mais on produit moins. Et c'est une volonté de moins produire, d'avoir moins de clients. De prioriser la bonne croissance, quoi. Toute l'entreprise est organisée comme ça. Enfin, il explique ça. Voilà. Et comment est-ce que je peux réconcilier finalement cette idée de planète finie. Alors dans le cuivre, elle est particulièrement finie, voilà, à très court terme. Et néanmoins, le profit, parce que ça reste le cœur de la mécanique de l'économie de marché. Il y en a de façon besoin, parce que si on veut avoir de la protection sociale, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Donc, Je termine avec les sujets genrés avant la pause. Non, mais c'est juste pour le dire quand même, parce que donc inégalité de genre qui perdure sur le marché du travail, nous dit l'OCDE. En 2021, 64% des femmes en âge de travailler étaient sur le marché du travail, contre 55% en 2000. Donc ça s'arrange, mais c'est encore loin des hommes. 75% des hommes en âge de travailler étaient sur le marché du travail. C'est tout l'OCDE, tout le monde développé. 24% d'entre elles travaillent à temps partiel contre 10% des hommes. Et l'écart salarial est de 12% en moyenne contre 18% en l'an 2000. Bon ben voilà, petit à petit... Oui. Non, mais ce qu'on disait au début, c'est-à-dire de toute façon, le rapport de force, la transformation du rapport de force entre le candidat et le recruteur va faire que tout ça, quand même, à un moment, va voler en éclats. Je pense qu'on progresse. On progresse par contre extrêmement lentement. Extrêmement lentement. Et sans que... il va falloir qu'on voit l'impact. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait à un moment donné une certaine accélération. Par exemple, plus de femmes dans les comités de direction et dans les COMEX. Qu'est-ce que ça change à l'accélération de la diversité à l'intérieur de l'entreprise, mesdames? C'est toi qui as la réponse, Françoise. Moi, je ne suis plus, mais oui, bien sûr, il faut que... quelle est la... Et chacune doit... tu veux dire, c'est celles qui sont aujourd'hui en charge de faire de l'affirmative action. Le conseil d'administration a un rôle sur ces sujets-là, c'est évident, c'est pour ça que je revenais en arrière, et j'espère jouer ce rôle-là. Mais là, maintenant, il faut que ça accélère. Il y a une espèce de point de... un premier niveau, et puis après, il faut que... Parce que sinon, le recruteur, le manager, etc., tout ça ne servira à rien. Ouais. Et... vas-y. Non, vas-y. Mais sans doute que la féminisation est aussi une des parties de ce qui explique le nouveau rapport au travail. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, l'idée, c'est pas que les femmes travaillent comme les hommes, c'est que tout le monde ajuste aussi son rapport au travail. Parce que les hommes n'étaient pas forcément plus heureux aussi d'avoir aucune flexibilité, etc. Et donc, je pense qu'il y a aussi un effet de nouveaux rapports au travail qui est lié par des femmes et des hommes qui s'autorisent peut-être aussi parfois à revoir un peu leur rapport au travail. Notamment dans la nouvelle génération. On marque une pause.